Il y a des jours où l'on se réveille en pensant que rien ne changera, que la vie a déjà donné tout ce qu'elle avait à donner, le meilleur comme le pire, et qu'il ne reste plus qu'à attendre, doucement, que les saisons passent. C'était ce que je pensais ce matin-là, en buvant mon café tiède devant la fenêtre, en regardant les amandiers fleurir au fond du jardin. J'avais 67 ans. Mon mari était mort depuis 4 hivers. Et ma fille unique allait se marier dans 6 mois. Je m'appelle Mireille. J'ai vécu toute ma vie dans le Vaucluse, dans une vieille bastide de famille que mes grands-parents ont rachetée après la guerre, du côté de Saint-Saturnin-les-Aptes. Ce n'est pas un château, loin de là. C'est une maison de pierre avec des volets bleus délavés, un puits qui ne sert plus, et 32 hectares de terre autour, dont une douzaine plantée en lavande et le reste en olivier. Mon défunt mari, Hubert, l'avait reprise quand son père a pris sa retraite. Lui était notaire à Apt. Moi, j'étais professeur de lettres au collège. Nous ne roulions pas sur l'or, mais nous n'avons jamais manqué de rien. Et surtout, nous avions ça, cette terre, cette maison, ce silence, le soir quand les cigales se taisent d'enfin. Quand Hubert est mort d'un infarctus dans son bureau, un mardi matin de février, j'ai cru que ma vie s'arrêtait là. J'ai cru que je n'arriverais plus jamais à dormir, à manger, à parler à quelqu'un sans avoir envie de pleurer. Ma fille, Anne-Sophie, est venue habiter avec moi pendant 3 mois. Elle avait 28 ans à l'époque. Elle travaillait à Marseille, dans une agence de communication. Elle a posé un congé sans solde pour s'occuper de moi, pour me faire à manger, pour m'obliger à sortir, pour m'aider à signer tous ces papiers qu'on vous demande de signer quand votre mari meurt et que vous n'avez plus la tête à rien. Je n'oublierai jamais ce qu'elle a fait pour moi cette année-là. Je crois bien que sans elle, je ne serais plus de ce monde. Puis elle est repartie à Marseille. Elle est revenue tous les week-ends pendant 1 an, puis tous les 15 jours, puis 1 fois par mois. C'était normal. C'était la vie. Elle avait sa carrière, ses amis, son appartement à Endoum. Je ne lui en voulais pas. Au contraire, je voulais qu'elle vive, qu'elle aime, qu'elle rie. Elle n'avait personne dans sa vie depuis sa rupture avec Pierre-Yves, 3 ans plus tôt, et je m'inquiétais parfois qu'elle reste seule. C'est en juin de l'année dernière qu'elle m'a appelée, un dimanche soir, avec dans la voix quelque chose que je n'avais plus entendu depuis longtemps, de la légèreté, de la joie. Une sorte de petit rire qui flotte entre les phrases. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai posé mon livre. » J'ai souri toute seule dans le salon. « Ah oui? Et alors ?» Il s'appelle Com. Il est architecte. Il vient de Lyon. Je crois que c'est sérieux, maman. Voilà comment ça a commencé. Par un coup de téléphone un dimanche soir, et le bruit des cigales dehors, et moi qui me suis sentie soulagée pour la première fois depuis des années. Ma fille était heureuse. Le reste, à ce moment-là, m'importait peu. Elle me l'a présenté 1 mois plus tard. Ils sont venus passer un week-end à la Bastide. Je me souviens très précisément du moment où il est sorti de la voiture. Il était grand, mince, les cheveux châtains coupés courts, avec des lunettes en écaille et une chemise en lin froissé. Beau garçon, oui, dans un genre un peu effacé. Il m'a serré la main avec une douceur étrange, en me regardant droit dans les yeux, en me disant « Madame, je suis tellement heureux de vous rencontrer. Anne-Sophie m'a tellement parlé de vous. » J'ai souri. J'ai trouvé ça touchant. Trop poli, peut être, mais touchant. Ce premier week-end, tout s'est bien passé. Il a complimenté mes ratatouilles. Il a posé des questions sur mon mari, sur mon métier d'avant, sur les souvenirs de la maison. Il a passé 1 heure entière à examiner les vieilles photos accrochées dans le couloir, en demandant qui était qui, en s'extasiant sur les visages de mes parents, de mes oncles, de mes cousins. Anne-Sophie le regardait avec une telle adoration que mon cœur se serrait de tendresse pour eux deux. C'est seulement le dimanche après-midi, juste avant qu'ils ne repartent, qu'il a dit quelque chose qui m'a fait lever un sourcil. Nous étions sur la terrasse, à boire un dernier café. Il avait sorti son téléphone et regardait, l'air songeur, vers le fond du jardin. « Ce terrain derrière, jusqu'où il va, Mireille ?»« Oh, je ne sais pas exactement, » j'ai répondu. « Disons jusqu'à la rangée de cyprès, là-bas. Et après, ça remonte vers la colline. »« Et c'est à vous, tout ça ?»« Oui, oui. Tout ce qu'on voit d'ici. » Il a hoché la tête. Lentement. Il a souri. « C'est magnifique. » Voilà. Rien d'autre. Il a juste dit « c'est magnifique » et puis ils sont partis. Et moi, j'ai passé l'éponge sur cette petite question, en me disant que c'était bien normal de s'intéresser à la propriété de la famille de sa fiancée. Que c'était même attentionné, que je devenais bêtement méfiante comme toutes les veuves de mon âge. Pendant les mois qui ont suivi, Com est revenu plusieurs fois, toujours charmant, toujours prévenant.
Il m'apportait des chocolats de chez voisins à chaque visite, ces petits coussins lyonnais que j'aime tant. Il faisait la vaisselle sans qu'on le lui demande. Il proposait de réparer la porte du cellier qui grinçait, de retailler les haies, de débroussailler le terrain derrière la grange. Anne-Sophie était transfigurée. Elle me disait au téléphone « Maman, je n'ai jamais été aussi bien avec quelqu'un. Il me comprend. Il est doux. Il est intelligent. Il est l'homme de ma vie, maman. » Alors quand, en octobre, ils sont venus tous les deux m'annoncer qu'ils allaient se marier au printemps, j'ai pleuré de joie. Vraiment. J'ai pleuré comme une enfant en les serrant dans mes bras, et j'ai sorti la bouteille de champagne que Hubert avait achetée pour leurs 10 ans de mariage, qu'on n'avait jamais bu parce qu'il était mort avant. Mais voilà, il y a une chose que j'ai apprise dans la vie, et c'est que les femmes de mon âge ont une intuition. Pas toujours juste, pas toujours bienveillante, mais elle existe. Et quand elle parle, il ne faut pas l'éteindre. Il faut l'écouter, même quand elle vous dérange, même quand elle vous fait douter de ceux que vos enfants aiment. Et la mienne, d'intuition, avait commencé à parler très bas au fond de moi, dès ce premier week-end de juin. Je ne voulais pas l'entendre, mais elle était là. Les questions sur le terrain, ce n'était pas la seule fois. Il y en a eu d'autres. Sur les actes notariés que mon mari avait laissés, sur la valeur des oliviers, sur l'huile qu'on produisait pas grand-chose, à vrai dire, juste de quoi remplir quelques bidons pour la famille et les voisins, mais ça l'intéressait toujours énormément. Sur le moulin qui avait existé sur la propriété au siècle dernier et dont il restait des ruines au bout du chemin, sur le caveau du cimetière d'Apt qu'il voulait absolument visiter pour mieux comprendre l'histoire de la famille, sur les meubles, sur les bibelots, sur le tableau du salon, ce petit vernet que mon beau-père avait acheté dans les années 60 et qui ne vaut probablement pas grand-chose, mais qu'il a regardé pendant un quart d'heure en silence, un dimanche après-midi. J'ai commencé à compter, sans m'en rendre compte. À noter mentalement, à chaque visite, le nombre de questions qui touchaient à l'argent, au patrimoine, à ce que je possédais. Et plus je comptais, plus je m'inquiétais. Mais je ne disais rien. À qui aurais-je pu en parler? À ma fille, qui flottait sur un nuage et qui n'aurait rien voulu entendre? À mes amies, qui m'auraient toutes dit la même chose? Mireille, tu te fais des idées. Tu es trop seule. Tu deviens paranoïaque. Non. Je gardais ça pour moi, et je me sentais coupable, en plus, de penser du mal du futur mari de ma fille. C'est en novembre qu'un détail a fini par allumer une vraie alarme. Côme m'avait proposé, lors d'un week-end, de m'aider à ranger les vieux papiers d'Hubert dans le bureau. « Vous devez avoir des choses précieuses là-dedans, Mireille, et on ne sait jamais si je peux vous aider à y voir plus clair. » Anne-Sophie était partie faire des courses au village. Nous étions seuls dans la maison. J'ai accepté, par politesse, et parce que c'est vrai que je n'avais jamais eu le courage de toucher au bureau d'Hubert depuis sa mort. Il s'est mis à examiner les dossiers avec une rapidité, une précision qui m'a frappée. Ce n'était pas l'attitude de quelqu'un qui ne s'y connaissait pas. Il savait exactement où regarder. Il a sorti des actes de propriété, il les a posés sur la table, il a noté quelque chose sur son téléphone, et quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il a souri avec ce sourire un peu trop large qu'il avait. « Oh, rien, je prends juste quelques références, pour vous faire gagner du temps. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai allumé la lampe à 3 heures du matin et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais quoi? Aller voir un détective? À mon âge, dans mon village, c'était ridicule. Parler à ma fille, elle m'aurait haï. Alors j'ai fait la seule chose qui me paraissait raisonnable. J'ai appelé une vieille amie. Cette amie s'appelle Brigitte. Nous avons été en classe ensemble au lycée d'Avignon, il y a une éternité. Elle est devenue avocate. Elle a fait toute sa carrière à Marseille, et elle a pris sa retraite il y a 2 ans. Elle connaissait Hubert. Elle me connaissait, moi, peu, être mieux que personne. Et surtout, elle avait conservé tout un réseau dans le milieu judiciaire d'anciens collègues. Je l'ai appelée le lendemain matin. Je lui ai tout dit. Mes doutes, mes intuitions, ces petites choses qui s'accumulaient. Je m'attendais à ce qu'elle se moque de moi gentiment. Elle ne l'a pas fait. Elle m'a écouté jusqu'au bout et puis elle a dit « Mireille, donne-moi son nom complet, sa date de naissance, sa ville d'origine, le nom de son cabinet d'architecte. Je vais faire quelques appels. Discrètement. On ne sait jamais. » J'ai eu honte, sur le moment. J'ai eu l'impression de trahir Anne-Sophie. Mais je lui ai donné les informations. 3 semaines ont passé. Noël est arrivé. Anne-Sophie et Côme sont venus passer les fêtes à la Bastide. Il a été parfait, comme toujours. Il a fait la cuisine avec moi. Il a chanté avec nous au pied du sapin. Il a pleuré presque, quand Anne-Sophie lui a offert un stylo plume qui avait appartenu à mon père.
J'étais déchirée entre l'envie de croire en lui parce que ma fille l'aimait, parce qu'il avait l'air si gentil, et cette petite voix qui ne se taisait plus. Et puis Brigitte m'a rappelé, 3 jours après le Nouvel An. « Mireille, il faut qu'on se voie. » Pas au téléphone. Je suis montée à Marseille la semaine d'après. J'ai dit à Anne-Sophie que j'allais voir des amis. Elle n'a pas posé de questions. Brigitte m'a reçue chez elle, dans son appartement de la rue Paradis. Elle m'a fait du thé. Elle m'a dit de m'asseoir. Et puis elle a sorti une chemise cartonnée qu'elle avait posée sur la table basse et elle l'a ouverte devant moi. « Mireille, ce garçon n'est pas qui il dit être. » Mon cœur s'est arrêté. « Comment ça ? Il s'appelle bien Côme. Il est bien architecte, ça c'est vrai, il a son diplôme. Mais ce qu'il ne t'a pas dit, c'est qu'il a déjà été marié. 2 fois, j'ai mis ma main devant ma bouche. Une première fois, 26 ans, avec une femme de Strasbourg, une héritière. Le mariage a duré 10 à 8 mois. Divorce. Procédure très conflictuelle. Il est reparti avec une part importante des biens de sa femme, dont une propriété viticole en Alsace qu'il a revendue dans la foulée. Mon Dieu. Une deuxième fois à 32 ans, avec une femme plus âgée, 61 ans, une veuve comme toi, à Bordeaux. Le mariage a duré 8 mois. Elle est morte d'une chute dans son escalier, officiellement un accident. Officieusement, sa famille a porté plainte, l'enquête a été classée, mais Côme a hérité d'une partie de ses biens parce qu'elle avait modifié son testament 3 mois avant sa mort. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Brigitte m'a tenu la main. « Mireille, je ne te dis pas que c'est un meurtrier. L'enquête a été classée, il faut le rappeler. Mais c'est un homme qui a un mode opératoire. Il cherche des femmes seules, vulnérables, avec un patrimoine. Et là, ta fille n'a pas un grand patrimoine en propre, mais toi, tu en as un. » Et il le sait. J'ai pleuré. J'ai pleuré dans le salon de Brigitte. Et je me suis sentie monstrueuse parce que mon premier réflexe a été de penser, pas à moi, pas à ma fortune, mais à ma fille, à Anne-Sophie qui dormait dans les bras de cet homme, à Anne-Sophie qui croyait être enfin heureuse et qui était en train de se marier avec un escroc. Peut être pire. Qu'est-ce que je fais, Brigitte ? Qu'est-ce que je fais ? Elle m'a regardé longtemps. Puis elle a dit, tu ne fais rien tout de suite. Tu ne dis rien à ta fille. Si tu lui dis maintenant, il va le sentir, il va prendre les devants et tu vas la perdre, elle. Tu vas attendre, tu vas le laisser venir et tu vas l'observer. Et entre-temps, on va préparer un dossier complet, propre, irréfutable et tu vas trouver le bon moment. J'ai fait ce qu'elle m'a dit. Pendant les 4 mois qui ont précédé le mariage, j'ai été l'actrice la plus parfaite que la France ait jamais portée. J'ai accueilli Côme avec le même sourire. Je lui ai fait ses chocolats préférés. Je l'ai laissé fouiner dans la maison, poser ses questions, prendre ses photos. J'ai même fait quelque chose que Brigitte m'avait suggéré. J'ai commencé à lui laisser entendre, l'air de rien, que j'avais des soucis d'argent, que la propriété coûtait cher en entretien, que je pensais peu être vendre une partie des terres pour aider Anne-Sophie à acheter un appartement. Vous auriez vu son visage s'allumer. C'était à la fois fascinant et terrifiant. Il s'est mis à me proposer, avec une douceur infinie, des solutions. Il connaissait des gens à Lyon qui pouvaient racheter la propriété pour un bon prix. Il pouvait me mettre en relation avec un notaire plus compétent que celui d'Apt. Il m'a même suggéré, un dimanche soir, que je pourrais être faire une donation anticipée à Anne-Sophie pour optimiser les droits de succession. Évidemment, dans son esprit, après le mariage, ce qui appartenait à Anne-Sophie lui appartenait à moitié. J'ai souri. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Et j'ai noté tout, chaque phrase, chaque conseil, chaque insistance. Pendant ce temps, Brigitte travaillait. Elle a retrouvé l'avocat de la première ex-femme. Elle a obtenu des documents sur le divorce. Elle a même retrouvé la sœur de la veuve de Bordeaux qui a accepté de témoigner par écrit. Elle a constitué un dossier de 80 pages, avec des photocopies, des attestations, des extraits judiciaires. Et moi, je préparais autre chose. Je préparais ma propre apparence. Pendant ces 4 mois, j'ai cessé d'aller chez la coiffeuse. J'ai sorti mes vieilles robes en lin défraîchi. J'ai laissé pousser mes cheveux blancs. J'ai même vendu symboliquement et en cachette à un ami antiquaire une bague de ma grand-mère et j'ai laissé sur la table de la cuisine le ticket de caisse, comme par mégarde. Côme l'a vu, je vous le promets. Il a fait semblant de ne pas le voir, mais ses yeux se sont posés dessus pendant 2 secondes de trop. Je voulais qu'il pense que j'étais au bout du rouleau. Je voulais qu'il se sente complètement en sécurité, complètement maître de la situation, parce que c'est dans cet état-là qu'on commet des erreurs. Et puis, il y avait ma fille.
Ma pauvre Anne-Sophie. Je la regardais préparer ce mariage avec une énergie de bonheur qui me déchirait. Je me disais, comment vais-je faire? Comment vais-je lui annoncer? Comment vais-je détruire ce qu'elle croit être le plus beau jour de sa vie? C'est là, exactement là, qu'il s'est produit quelque chose que je n'avais pas prévu. Quelque chose qui a tout changé. 3 semaines avant le mariage, Anne-Sophie est venue passer un week-end seule à la Bastide. Com était à Lyon, soi-disant pour un rendez-vous client. Nous étions assises dans la cuisine, le samedi soir, à éplucher des fèves. Et soudain, sans rien dire, elle s'est mise à pleurer. Pas un sanglot bruyant. Des larmes silencieuses qui tombaient dans le saladier. Je n'ai pas bougé tout de suite. Je l'ai laissée pleurer, et puis je lui ai posé la main sur le bras. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Elle a secoué la tête. Je ne sais pas. Je ne sais pas, maman. C'est Tosaïs. Elle m'a regardé avec ses yeux qu'elle avait à 5 ans, quand elle s'était cassé le bras et qu'elle ne voulait pas le dire à son père. Et elle a murmuré. Maman, il y a des choses qui ne vont pas. Avec Com, mon sang s'est arrêté de circuler. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé parler. Il me ment. Sur des petites choses, sur où il est, avec qui il est, à qui il téléphone. La semaine dernière, j'ai vu sur son ordinateur des recherches sur toi, sur la propriété, sur Uber. Il s'est rendu compte que je voyais l'écran, il a fermé tout, il a inventé une excuse. Maman, j'ai peur de me marier avec lui, mais j'ai peur aussi de tout arrêter. Tout est prêt, les invitations sont parties. Et puis je l'aime. Je crois que je l'aime, et je ne sais plus. Elle pleurait, et moi, je me suis levée. Je l'ai prise dans mes bras, comme je la prenais quand elle était petite, et je lui ai dit « Mon cœur, viens avec moi ». Je l'ai emmenée dans le bureau d'Hubert, et j'ai ouvert le tiroir où Brigitte avait fait livrer, 1 semaine plus tôt, le dossier complet. Je le lui ai montré. Tout, le premier mariage, le deuxième, la veuve, l'enquête, les actes, les attestations, les noms, les dates. Elle a lu en silence. Pendant 1 heure, peut être plus. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé l'horloge. Je suis restée debout près d'elle sans rien dire, en lui caressant les cheveux de temps en temps. Quand elle a fini, elle a refermé le dossier. Elle s'est tournée vers moi. Elle avait le visage défait, mais ses yeux étaient calmes. Calmes d'une manière que je n'avais jamais vue chez elle. Elle a dit « Maman, je veux qu'on aille jusqu'au bout du mariage. » Je l'ai regardée comme si elle était folle. Non, pas pour l'épouser. Pour qu'il croie jusqu'à la dernière seconde qu'il a gagné. Et puis devant tout le monde, devant ses parents, devant ses amis, devant ces gens qu'il a manipulés pour qu'ils viennent, je veux dire non. Je veux qu'il sache, devant tout le monde, qu'il est démasqué. J'ai eu envie de lui dire d'arrêter, de ne pas faire ça. Que c'était trop, que c'était cruel, que ce n'était pas elle. Mais j'ai vu, dans ses yeux, ma fille, ma vraie fille. Pas celle qu'il avait fabriquée. Et j'ai compris que c'était sa décision, mais qu'il fallait que je la respecte. Ja, dit. D'accord. Mais on prépare ça ensemble. Et avec Brigitte. Les 3 semaines suivantes ont été les plus étranges de toute ma vie. Anne-Sophie est retournée à Marseille. Elle a fait semblant. Elle a souri à Com, elle l'a embrassé, elle a continué à choisir des serviettes et des nappes et des compositions florales. J'imagine ce que ça lui a coûté. Je ne le saurai jamais complètement. Le mariage devait avoir lieu à la Bastide. Anne-Sophie avait voulu un mariage simple, en plein air, sous les oliviers. Le maire d'Apt, qui était un ami d'Hubert, devait venir célébrer la cérémonie. 100 d'invités. Un grand chapiteau blanc dressé sur la pelouse, des guirlandes lumineuses dans les arbres. C'était beau. C'était terriblement beau. Le jour J, je me suis levée à 6 heures. J'ai préparé du café, j'ai regardé le soleil se lever sur les collines. Et j'ai prié, moi qui ne prie plus depuis longtemps, pour que tout se passe comme prévu. Com est arrivé à 10 heures, dans un costume gris perle, avec sa famille. J'ai souri, je l'ai embrassé. Je lui ai dit qu'il était magnifique. Il m'a serré dans ses bras, longuement, comme un fils. Anne-Sophie est descendue à 11h30. Elle était sublime. Une robe blanche toute simple, ses cheveux relevés, un petit bouquet de fleurs des champs à la main. Elle m'a regardée. Elle a hoché la tête doucement 1 seule fois. Et nous avons marché ensemble jusqu'au chapiteau. Le maire a commencé la cérémonie. Il a fait son petit discours. Il a parlé du temps qui passe, de l'amour, de la famille. Anne-Sophie écoutait sans bouger. Com la regardait avec adoration. Les invités souriaient.
Et puis le maire a posé la question. « Anne-Sophie Mireille Valois, voulez-vous prendre pour époux comme… » Elle a levé la main. Doucement, mais fermement. « Monsieur le maire, est-ce que je peux dire quelque chose avant de répondre ?» Il a été surpris. Il a hésité. Il a dit oui. Côme s'est figé, son sourire encore plaqué sur le visage, mais quelque chose dans son regard avait commencé à vaciller. Anne-Sophie s'est tournée vers l'assemblée, et elle a parlé. Elle a parlé pendant 8 minutes, calmement, sans une larme, sans une hésitation. Elle a tout dit. La première femme, la deuxième, la veuve de Bordeaux, les recherches sur l'ordinateur, les questions sur la propriété, les manipulations. Les invités étaient pétrifiés. La famille de Côme s'est levée à moitié, ne sachant pas s'il fallait partir ou rester. Côme, lui, est resté debout, blanc comme un mort. Il a essayé d'ouvrir la bouche, 1 fois, 2 fois. Anne-Sophie ne lui a pas laissé le temps. Elle a fini par dire « Donc non, monsieur le maire, je ne prends pas cet homme pour époux, ni aujourd'hui, ni jamais. » Elle s'est tournée vers moi. Elle m'a tendu la main. Je l'ai prise. Et nous sommes partis ensemble, mère et fille, à travers les oliviers, sous les yeux écarquillés de 100 invités, pendant que le maire restait debout sans savoir quoi dire et que Côme s'effondrait sur sa chaise. Voilà ce qui s'est passé un samedi de mai dans le Vaucluse l'année dernière. Côme a quitté la propriété ce soir-là, escorté par 2 gendarmes que Brigitte avait pris la précaution de faire venir, au cas où il aurait été dangereux. Il n'a pas été dangereux, il a été lâche. Il est parti sans un mot. Il n'y a pas eu de procès. Il n'y avait rien sur quoi le poursuivre juridiquement. Mais le dossier de Brigitte a circulé, discrètement, dans les bons milieux. Je sais qu'il a perdu plusieurs contrats. Je sais que sa réputation est faite, à Lyon comme ailleurs. Je sais aussi, parce qu'une amie commune me l'a dit, qu'il est en arrêt maladie depuis 6 mois. Je ne lui souhaite pas de mal. Je lui souhaite simplement de ne plus jamais croiser le chemin d'une femme seule et fatiguée. Anne-Sophie a mis du temps à se remettre. Elle est venue vivre avec moi à la Bastide pendant l'été. Elle a démissionné de Marseille. Elle a pris 6 mois pour respirer, marcher, lire, dormir. Et puis un jour, elle m'a dit qu'elle voulait reprendre les terres avec moi, faire revivre les oliviers, apprendre. Elle s'est inscrite à une formation. Elle travaille avec moi maintenant. Nous produisons notre propre huile, en petite quantité. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à nous. Si je vous raconte tout ça aujourd'hui, ce n'est pas pour me vanter. Ce n'est pas pour faire la maligne. C'est parce que je sais qu'il y a parmi vous des mères qui doutent, des femmes qui ont une petite voix au fond d'elles et qui n'osent pas l'écouter, qui ont peur de passer pour folles, pour méchantes, pour paranoïaques. Écoutez-la, cette voix. L'argent, on s'en moque. La maison, les terres, les meubles, on s'en moque. Tout ça, je leur ai donné 100 fois pour que ma fille soit heureuse avec le bon homme. Mais quand le mauvais homme se présente et que votre instinct vous le dit, il faut avoir le courage de regarder, le courage de chercher, et s'il le faut, le courage de se tenir debout devant 100 personnes et de tout arrêter. La vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on protège. Et ce soir, quand je regarderai ma fille passer la porte du salon avec un livre sous le bras et son chat dans les bras, je saurai que je suis, malgré tout, la femme la plus riche du monde. Quand je repense à tout ce qui s'est passé cette année-là, je me dis qu'il n'y a pas eu de miracle. Il y a eu une suite de petites choses, et chacune a eu sa conséquence. Côme m'a posé une première question sur le terrain, un dimanche après-midi de juin, et j'ai choisi de ne pas l'oublier. C'est ce choix-là, ce tout petit choix de rester attentive au lieu de me dire « ce n'est rien », qui a tout déclenché. Si j'avais haussé les épaules, si j'avais préféré la tranquillité, ma fille aurait épousé cet homme. Et le reste de sa vie aurait été une longue chute, lente, polie, invisible. Je crois que c'est là qu'est la vraie leçon. Nos vies ne basculent pas à cause d'un grand événement. Elles basculent à cause d'une intuition qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas. À cause d'un coup de téléphone qu'on passe ou qu'on ne passe pas. À cause d'une conversation difficile qu'on a ou qu'on évite. Brigitte aurait pu rire de moi quand je l'ai appelée. Anne-Sophie aurait pu refuser de me croire quand je lui ai montré le dossier. À chaque étape, il y avait 2 portes, et nous avons choisi, l'une après l'autre, la bonne. Pas parce que nous étions exceptionnels, parce que nous avons eu le courage de regarder en face ce que nous ne voulions pas voir. J'aurais préféré ne rien voir, croyez-moi. J'aurais préféré rester la vieille dame qui fait des confitures et qui sourit à son futur gendre. C'est plus confortable, c'est plus facile. Mais le confort, à mon âge, je sais ce qu'il vaut.
Il vaut le prix qu'on paye plus tard. Et le prix de mon silence, ça aurait été ma fille. Alors, si je devais résumer ce que j'ai appris, ce serait ceci. La droiture n'est pas une vertu de façade. Ce n'est pas une question de bien parler ou de bien se tenir. C'est ce qui reste quand tout vous pousse à céder et que vous ne cédez pas. C'est ce qui m'a permis, pendant 4 mois, de sourire à un homme que je savais dangereux, parce que sourire était nécessaire pour le confondre. L'intelligence, ce n'est pas de tout savoir. C'est de savoir qui appeler quand on ne sait pas. C'est d'avoir, quelque part dans sa vie, une Brigitte, une amie de 40 ans qui connaît les bons dossiers et les bons silences. On ne construit pas ses amitiés en un jour. On les construit en étant soi-même, longtemps, fidèle à ses propres amitiés. Et puis il y a la force. Pas la force de crier, ni de frapper. La force de se taire quand il faut et de parler quand il faut. La force d'Anne-Sophie debout sous le chapiteau pendant 8 minutes, sans une larme. Cette force-là, elle ne nous tombe pas dessus le jour où on en a besoin. Elle se prépare. Elle se gagne lentement, dans toutes les petites épreuves qu'on traverse avant. Ma fille travaille à mes côtés maintenant, dans les oliviers. Nous ne sommes pas devenus riches. Nous sommes devenus quelque chose de mieux. Nous sommes devenus debout.